Bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce nouveau rendez-vous de l'équipe d'Afrique sur la radio qui mouille le maillot. Si c'est votre première fois de suivre ce programme, c'est chaque mardi entre 10h30 et 12h sur les 91.9 et www.sportfmtg.com. Il y aura du foot, du basket et bien sûr du cyclisme. Bisanonde Asianko Noël avec Olivier Koudjo, ok. Réalisation et l'homme à devant derrière la caméra, Espoir Simfele, je suis Romo Yeter, sans oublier toute l'équipe d'Afrique derrière. Soyez les bienvenus. Mardi, c'est le jour parfait pour remettre à jour des actus sportives sur le continent. Nous allons commencer avec le Bénin où le 20e tour cycliste international a pris fin dimanche dernier avec la victoire finale dans Sud-Africain. Il s'agit bien sûr de Reinhard Jens van Rimberg qui a remporté la 20e course dimanche dernier à Cotonou. Nous revenons sur cette nouvelle course cycliste internationale du Bénin dans cette correspondance signée Rivette Gansé à Cotonou. Bonjour Roméo, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Sport FM. Vous le savez très bien, le week-end écoulé au Bénin, l'actualité a été consacrée au Tour cycliste international du Bénin. Le 20e Tour du Bénin qui s'est achevé le dimanche dernier, il y a 2 jours exactement, avec le Grand Prix de Cotonou. Pendant une semaine, plus de 80 cyclistes coureurs ont parcouru 9 des 12 départements du Bénin, couvrant ainsi une distance de plus de 700 km. Et à l'arrivée de la 6e et dernière étape de ce tour cycliste, le coureur sud-africain Reinhard Jens van Rensburg qui s'est imposé comme vainqueur du tour. Il a devancé un coureur marocain de la team Agadir Vélo Propulsion, le cycliste sud-africain du club de Tienolo Pro Cycling, qui a même réalisé un doublé en remportant également le Grand Prix de Cotonou, qui a été disputé le lendemain, le dimanche. Et du côté des coureurs béninois, la manche était très haute. Le meilleur coureur béninois, Ricardo Sodiade, a terminé à la 12e place au classement général. Et chez les dames, le Grand Prix féminin, qui est l'une des innovations de cette édition, parce que c'est la première fois que la Fédération béninoise de cyclisme a organisé le Grand Prix féminin qui est destiné aux dames. Et cette édition a été remportée par la cycliste du Burkina Faso, Awa Bamogo, championne du dernier tour du Burundi. Elle est suivie par sa compatriote Lamoussa Zongrana. Du coup, 2 cyclistes du Burkina ont terminé aux 2 premières places du Grand Prix féminin de Cotonou. Et une béninoise a terminé à la 3e place au pied du podium. Donc, son nom, c'est Charlotte Metoevi. Elle était ravie, et bien sûr, comme chose normale, d'honorer son pays devant son public. Et de manière générale, Roméo, on peut dire que cette édition du Tour cycliste international du Bénin a été très appréciée. Des coureurs qui sont venus de France, des Pays-Bas, du Maroc, de l'Afrique du Sud et de plusieurs autres pays. Ce fut une véritable fête du vélo. Au carrefour, les foules étaient nombreuses, les curieux, les conducteurs de taxi-moto, les étudiants et bien d'autres passionnés étaient venus pour soutenir les coureurs, que ce soit béninois, mais aussi les coureurs d'autres nationalités sportives. Le gouvernement béninois aussi a également joué sa partition, notamment en matière de sécurité, oui, l'aspect sécuritaire, parce que il faut rappeler, vous n'êtes pas sans savoir que le nord du Bénin est confronté à des menaces terroristes depuis quelques années maintenant, et la première étape a démarré de Niki au nord du Bénin. Et grâce à la mobilisation des forces de sécurité et de défense du Bénin, toutes les délégations ont pu participer au Tour du Bénin en toute sécurité. Merci à vous, Rivette Gansé, que nous allons retrouver dans un court instant sur le cas de trucage de match dans le championnat béninois. Rappelons que l'innovation sur le 20e tour cycliste du Bénin, c'est aussi l'introduction du paracyclisme. Une dizaine d'athlètes en situation de handicap ont rivalisé dans leur tricycle sur plus de 13 kilomètres.
Alors, chers auditeurs, nous parlons de la CAN U20 de football qui se poursuit en Égypte. Le tenant du titre, le Sénégal en difficulté. Le bilan des équipes de l'Afrique du Nord à la Coupe de la Confédération africaine de football. Enfin, la corruption dans le football dans cette partie de l'Afrique, dans la zone nord, bien sûr. C'est l'essentiel à retenir dans la correspondance de notre point focal au Caire, en Égypte, bien sûr, Bernard Ajavon. Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie, des moins de 20 ans, se poursuivent actuellement en terre égyptienne. Le classement des 2 premières journées pour les équipes de l'Afrique du Nord. Dans le groupe A, l'Égypte est deuxième avec 4 points, derrière la Sierra Leone, premier avec 7 points. Le Maroc prend la tête du groupe B avec 4 points et la Tunisie troisième avec 3 points derrière le Nigeria, deuxième de ce groupe au même point que le Maroc. Pour l'heure, il faut noter que la phase de groupe prend fin ce vendredi 9 mai 2025 avec la Tanzanie, Égypte et l'Afrique du Sud, Zambie. Coupe de la Confédération africaine de football Total Énergie est une compétition au modèle d'Europa League. Quel est le bilan de cette compétition pour les équipes de l'Afrique du Nord durant cette édition 2025? Sur les 16 équipes au départ, 6 nous viennent de l'Afrique du Nord, 5 sont allés en quart de finale, 2 en demi-finale et 1 en finale. Notons que CS Sfaxien, le club le plus titré de cette compétition, a été éliminé en phase de poule et Zamalek, le tenant du titre, a été éliminé en quart de finale. On note ainsi une nette domination des équipes de l'Afrique du Nord, ce qui confirme leur suprématie sur la scène continentale, fruit d'une bonne organisation et de préparation et de disponibilité des infrastructures de haut standing. Les débordements, les polémiques et les corruptions liées à l'arbitrage est un fléau qui touche le football mondial en général et africain en particulier. Que ce soit dans la ligue professionnelle, semi-professionnelle ou encore amateur, la corruption prend des proportions inimaginables ces dernières années. En Égypte en 2016, Zamalek a voulu se retirer du championnat à cause des arbitres corrompus par les dirigeants de Al Hilal. En 2024, la Fédération égyptienne de football, pour pallier à ce problème lié à la corruption des arbitres, a annoncé la nomination de l'arbitre allemand Félix Zouaï pour arbitrer le match Al-Ali et Pyramide. Lors du championnat de cette année 2025, Al-Ali boycotte le choc contre Zamalek, son rival de toujours, après avoir réclamé un arbitre étranger en raison du chaos arbitrage régnant selon eux au sein du football égyptien. Un système corrompu et corruptif qui souffre d'énormes problèmes de transparence. Cette situation devient inquiétante car à chaque édition du championnat, il y a toujours un problème lié à l'arbitrage. Ici en Égypte, la corruption arbitrale est encore appelée le football des pauvres pour les riches. Bernard Ajavon du Caire pour l'équipe d'Afrique. Le football des pauvres pour des riches, voilà comment on surnomme au masque la corruption dans le football. En Égypte, notre point focal en Afrique du Nord, Bernard Ajavon au Caire, en Égypte, en l'instant, et c'est le sujet débat de ce mardi, la corruption dans le football en Afrique, comment lutter contre ce fléau. Nous faisons la première escale dans ce tour d'Afrique avec Boris Adakanou à Dakar. Bonjour Boris. Bonjour Roméo et Toro, bonjour à tout le monde. J'espère que tout se passe bien chez vous à Dakar. Ah bien sûr, tout va bien, et le Sénégal se porte bien, Dakar, tout va bien, et c'est la grande fois. D'accord. C'est vrai, à Dakar même, tout va bien, mais quand on jette un coup d'œil sur les équipes du Sénégal dans les différentes compétitions, c'est pas la meilleure forme pour la plupart de ces équipes. On commence tout d'abord avec les Lionceaux qui participent à la CAN U20 de football, les tenants du titre qui connaissent une compétition assez difficile, une défaite, un match nul pour commencer, un seul point pour les Lionceaux. Comment ça se passe exactement pour cette équipe, Boris Adakanou?
Ah bah effectivement, ce n'est pas tout à fait la joie avec les équipes sénégalaises en compétition dans différentes compétitions en ce moment. Mais bon, voilà, comme vous l'avez si bien dit, les Lionceaux mordent de la poussière en ce moment même à la Coupe d'Afrique des Nations U20 après une entame ratée contre la Centrafrique le vendredi dernier avec un match nul, hein, 1-1. Les champions d'Afrique ont manqué tout simplement leur seconde sortie et c'était hier lundi contre le Ghana. Malgré malgré les talents, malgré les noms, les joueurs qui étaient là, qui ont également joué la CAN U17 il y a quelques temps, la sélection sénégalaise a fait preuve de beaucoup d'erreurs et a péché contre les Black Stars. Et avec cette défaite, franchement, le Sénégal voit ses chances de qualification pour la suite de la compétition complètement réduites. Aujourd'hui, il faut tout simplement espérer battre proprement la RDC qui est actuellement leader de ce groupe C pour peut-être espérer passer. Le sélectionneur Serigne Saliou Dia est sévèrement chahuté ici d'ailleurs parce que quand on voit les joueurs qu'il y a dans cette sélection et on voit le jeu proposé par les Lionceaux, vraiment ça laisse à désirer. Les joueurs, il n'y a aucun fond de jeu concrètement. Et on ne voit pas cette équipe sénégalaise là qui a de la joie au peuple il y a quelques mois. Malheureusement, voilà, c'est la loi des grandes compétitions quand on n'est peut-être pas bien préparé ou bien quand on n'a pas tous les ingrédients qu'il faut. Ça ne marche pas. Actuellement, voilà, le Sénégal est sur le point de se faire sortir de cette compétition. Alors, c'est vraiment triste pour les champions d'Afrique en titre qui pourraient quitter la compétition dès la phase de poule. 2022-2023, le football sénégalais était sur le toit de l'Afrique. CAN U17 remporté par le Sénégal, CAN U20 par le Sénégal, le CHAN aussi remporté par le Sénégal. Mais cette année, c'est difficilement que le Sénégal arrive à sortir la tête. Voilà. Que se passe-t-il dans le football sénégalais? Est-ce qu'il n'y a pas eu un suivi, une suite après, si on peut le dire, l'épopée de 2023? Il n'y a pas eu de suivi, ce sera trop dit non. Et je pense quand même que les autorités font tout. Le ballon roule ici au Sénégal chaque jour, chaque week-end. Il y a tous les championnats qui se déroulent naturellement. Les joueurs qui ont brillé il y a quelques années continuent de briller dans leur club. Le problème, c'est que vous savez, quand vous avez eu une période assez rose, où vous avez brillé, vous êtes devenu l'équipe à battre, ou bien le pays à battre pour tous les autres pays. Vous savez, quand vous rentrez dans n'importe quelle compétition aujourd'hui, on met carrément le Sénégal en tant que favori. Et vous voyez, comme vous l'avez dit, il y a 2 ans, le Sénégal n'était pas forcément attendu sur le toit de l'Afrique. Et donc, voilà, le Sénégalais s'était préparé en sourdine. Et maintenant, vous avez vu, il y a toutes les équipes quand ils devraient ou bien quand elles doivent affronter le Sénégal, c'est beaucoup de préparation, tout est beaucoup plus structuré et la rivalité est beaucoup plus rude. Donc voilà, on peut le dire. En même temps qu'il y a des désillusions, il y a en même temps quelques motifs d'espoir, de réjouissance. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de suivi, c'est tout simplement que voilà, tous les jours ne sont pas dimanche et donc il faut tout simplement maintenir la barre haute, se donner, ne pas aussi prendre la grosse tête. Peut-être que, voilà, vous savez, ces derniers temps, quand on a entendu le sélectionneur Serigne Saliou Dia avant la compétition qui disait clairement que le Sénégal était grand favori, on ne peut pas lui dire non. Maintenant, il faut prouver sur le terrain, arriver, les choses ne se passent pas bien. Et les autres pays également se préparent et c'est aux Sénégalais, en tout cas ici au Sénégal, aux Sénégalais de se préparer, d'attendre, de savoir que voilà maintenant,
le Sénégal est attendu sérieusement, et donc pour chaque sortie, il faut être vraiment, vraiment prêt pour donner le meilleur de soi. En tout cas, le Sénégal a encore un dernier match à jouer contre le leader de sa poule, la République démocratique du Congo, qui joue le premier rôle avec 4 points, suivi du Ghana, 4 points aussi. Le Sénégal a 1 point. Le Sénégal qui fait partie donc des 3 meilleures équipes qui sont susceptibles d'être repêchées parmi les meilleurs troisièmes. Mais il faut peut-être gagner, sinon obligation de gagner le match de la RDC. Dans une autre discipline dans laquelle le Sénégal se comporte très bien, c'est le beach soccer. Les rois d'Afrique, oui, ont fait 2 sorties, 2 victoires dans le mondial de la discipline en battant tout récemment pour le compte du deuxième match Tahiti avec un score assez intéressant. Boris Adakanou, racontez-nous. Ah bah oui, hein, pour sa 10e participation à la Coupe du Monde de plage, le Sénégal se comporte très très bien. Vous savez, le Sénégal est logé dans une poule assez relevée. Il y a le Tahiti qui est double champion en titre d'Océanie. Il y a l'Espagne qui est une très grande nation dans cette compétition, et enfin le Chili. Vous savez, le Sénégal a très bien démarré cette compétition d'ailleurs en écrasant les Espagnols 4-1 dans un match que bien maîtrisé. Défensivement, les Sénégalais étaient présents dès le début de la partie contre l'Espagne. Le Sénégal a bien répondu en attaque. C'était du feu. Donc, rapidement après cette victoire, on s'attendait on attendait une victoire encore durant cette phase de groupe pour espérer une qualification pour les quarts de finale. Et voilà, le Sénégal n'a pas du tout tremblé contre Tahiti. Le match était, lors de la deuxième sortie, c'était assez chaud le dimanche dernier. Vous savez, les Sénégalais ont eu chaud après une entame de rencontre assez compliquée. Les Sénégalais, l'équipe d'Ouma Angala Sila a réussi à retourner la rencontre en s'imposant 6-3 et se qualifie directement pour les quarts de finale. Il y aura une dernière sortie de groupe ce mardi même, à partir de 12h30 dans quelques minutes, à Tahiti, aux îles Seychelles, pas à Tahiti, aux îles Seychelles, pour valider la bonne entame dans cette compétition. Il faut noter que les Sénégalais, comme on l'a dit, se donnent bien dans toutes les compétitions quand il s'agit de se préparer, quand il s'agit de donner le meilleur de soi. Et voilà, pendant le football, sur le gazon vert, ça ne marche pas actuellement à la plage. Le Sénégalais brille tout simplement de l'autre côté. En tout cas, on espère que le Sénégal ira loin dans cette compétition, que les éditions précédentes. En Afrique, c'est le roi. Maintenant, sur l'échiquier mondial, c'est là où on attend plus les Lions Beach Soccer. Alors, Boris Adakanou, une autre désillusion pour le Sénégal la semaine dernière, c'est bien sûr l'équipe AS-Ville qui a été malheureusement on va dire éliminée ou surprise, c'est pas trop à l'Afro qu'est-ce que je raconte, Basketball Africa League à domicile. L'équipe a déchanté. Tout simplement, l'AS Ville de Dakar a déçu à la conférence Sahara, donc une compétition qui se déroulait ici, même au Sénégal, malheureusement, avec beaucoup, on en parlait le mardi dernier, les Sénégalais, en tout cas l'AS Ville qui représente le Sénégal, n'était pas tout simplement dans une bonne période avant cette compétition, mais en début de compétition, le 26 avril dernier, l'Aston avait réussi à battre l'US Monastir 70-67 pour lancer la campagne. Malheureusement, lors de la deuxième sortie, les Sénégalais ont perdu contre les Cap-Verdiens de Creole Star. Il fallait tout simplement rebondir contre le Petro de Luanda, les Angolais, ce qui
ce qu'ils ont réussi tout simplement à faire en se posant 65-64. On se dit, voilà, avec la ferveur, avec la mobilisation populaire, tout le peuple, en tout cas tous les amateurs du basketball qui remplissait tout simplement l'arène, ce très beau stade à Diamnadio. On se dit, il faut tout simplement bien négocier les dernières sorties. Malheureusement, cataclysme, lors des 3 dernières sorties, l'US, en tout cas l'AS Ville de Dakar, à courbé les chines, respectivement contre les Cap-Verdiens également, Kyostas 92-95. Après, une nouvelle défaite contre le Petro de Luanda 76-67. Dans ce match, les Sénégalais n'ont absolument rien vu. Et lors de la dernière sortie, il fallait tout simplement gagner, espérer accrocher au moins la 3e place. Malheureusement, l'AS Ville de Dakar s'est incliné une nouvelle fois contre les Tunisiens de l'US Monastir 77-68, ce qui marque tout simplement l'élimination de l'équipe sénégalaise qui ne participera pas au Final 8 qui se jouera en Afrique du Sud. C'est une de très très grosses désillusions, il faut le dire, malgré les recrutements ambitieux. Vous savez, il y a eu un Américain, il y a eu beaucoup de grands noms qui ont été recrutés récemment et qui sont arrivés pour renforcer cette équipe de l'AS Ville. Malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint et voilà, cette défaite fait très mal. Est-ce que cette élimination prématurée de l'AS Ville de Dakar peut-elle avoir des conséquences sur la préparation du Sénégal à l'Afro-Basket 2025 ? Moralement, ça fait mal. Moralement, ça fait mal parce que pour une fois, les autorités étaient vraiment impliquées dans cette organisation, autour de cette équipe-là. Et avec tous les moyens qui ont été mobilisés, on attendait vraiment meilleur de l'équipe sénégalaise. Malheureusement, voilà, c'est la dure loi du sport en général. Maintenant, pour préparer l'afro-basketball, il faudra tout simplement tout réinitialiser, effacer tout et se dire qu'il faut reprendre à zéro, travailler comme de petits poussés, ne pas se prendre la grosse tête du tout. Parce que là, vous savez, avec la victoire d'entrée contre l'US Monastir, et il y avait eu beaucoup les mots forts ont été sortis, beaucoup pensaient directement que le reste de la compétition sera pareil. Il n'y a plus eu la crainte. Vous savez, quand vous avez un tout petit peu peur avant de rentrer dans une compétition, ou bien quand il y a cette peur-là, il y a beaucoup plus de concentration, il y a beaucoup plus de sérieux. Malheureusement, il y a eu l'euphorie de trop, peut-être, et le résultat est tombé. La solution aujourd'hui, c'est de tout effacer, de tout reprendre à zéro, se préparer sérieusement. S'il faut parler du talent, il y en a. S'il faut parler des efforts de l'organisation, des autorités, tout est également fait. C'est aux joueurs, surtout aux sélectionneurs, de se préparer pour l'afro-basket qui arrive. Merci beaucoup, Boris. Bonjour, Roméo, bonjour à tous. Heureux de vous avoir, Chris. Ravi également d'avoir de vos nouvelles. Ouais. Alors, on attaque. De m'installer rapidement. D'accord. Prenez le temps de vous installer, c'est important. Ce qui fait la beauté de cette émission, quoi. Tout est en live. Ouais, c'est bon maintenant? C'est bon. D'accord. Alors, la Ligue 1 en Côte d'Ivoire, le stade d'Abidjan se dirige vers le titre. Toutefois, la SEC n'a pas encore abandonné la course aussi. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ça se joue jusqu'au bout du bout parce que ce week-end, il y a eu la 28e journée et le stade d'Abidjan, qui était face à la formation de Mouna FC, s'était imposé 3-0. Dans le même temps, l'ASEC Mimosa
en déplacement chez l'AS Denguélé, Yamoussoukro, donc gagné, voilà, 4-2. La SEC qui gagne donc et qui envoie l'AS Denguélé officiellement en Ligue 2. C'est donc la première nouvelle. La SEC Mimosa totalise désormais 53 points plus 22 comme différence de but. Juste derrière le Stade d'Abidjan qui totalise 56 points plus 17 comme goal average. Alors, 3 points seulement séparent les deux formations. La FAD, qui était deuxième, a été tenue en échec par le Stella Club d'Adjamé 0-0. Du coup, la FAD se retrouve à la troisième place avec 52 points plus 13. Alors, il reste 2 journées. Si le Stade d'Abidjan remporte sa prochaine journée et que la SEC fait un faux pas, alors le Stade serait sacré champion. Tout ça, c'est loin. Il va falloir gagner tout simplement ces 2 prochains matchs pour remporter le titre de champion de Côte d'Ivoire. Dans le bas du tableau, oui, allez-y. Je le disais, le 16e, l'AS Denguélé est donc relégué. Il reste le 15e qui est le Lys de Sassandra, qui a aussi 27 points. Mais devant, il y a 3 équipes qui totalisent 32 points, à savoir Sol FC d'Abobo, Osa d'Abobo et le Racing Club d'Abidjan. Alors, pour rester en Ligue 1 la saison prochaine, c'est très compliqué mathématiquement. Donc, le Lys qui est donc à 5 points de ces équipes qui sont devant, à 3 journées de la fin. Il va falloir donc, à 2 journées de la fin, il va falloir donc gagner ces 2 matchs et espérer des faux pas de ces 3 équipes-là. Maintenant, mathématiquement, comme je le disais, c'est compliqué, mais c'est le football, rien n'est impossible. Officiellement, l'AS Denguélé est relégué en Ligue 2. Évoquons justement cette Ligue 2 qui joue sa finale dimanche entre l'AS Sagboville et Africa. Exactement. C'est un match qui s'annonce palpitant, voilà, ça suscite beaucoup de débats déjà ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que Agboville, qui joue sur le stade Cotivo, dans la ville d'Agboville, eh bien, ce dimanche 11 mai, normalement, Agboville devait recevoir l'Africa sur son stade. Le problème, c'est que le stade de Cotivo, non seulement c'est exigu, mais dispose d'une tribune qui est aussi exiguë et ça manque de grille de protection et il y a une broussaille qui entoure le stade. Du coup, le président de l'Africa Sport, monsieur Kouyetea Narcisse, a écrit à la Ligue professionnelle de football de délocaliser le match dans un stade plus huppé avec les commodités nécessaires que celui d'Agboville, où la tribune, comme je le disais, est exiguë, la sécurité n'est pas garantie à 100% aux acteurs. Et puis la proximité du dit stade avec la broussaille. Et bien la réaction des dirigeants d'Agboville ne s'était pas fait attendre. Hein. Ils rejettent en bloc la demande des dirigeants de l'Africa et promettent réaliser des travaux urgents afin que la rencontre puisse réellement se tenir à Agboville. Ouais. Et bien aussitôt enclenché, ces dirigeants-là ont démarré les travaux de la pose des grilles de protection autour du stade et devraient également réhabiliter dans les heures à venir les toilettes du dit stade. Eh bien, objectif, jouer devant ses supporters sur une pelouse qu'ils connaissent parfaitement. Ouais. Mais attention, jouer à domicile ne garantit pas de facto une victoire, encore moins une montée en Ligue 1. Même si on sait qu'une victoire face à l'Africa, voilà, ce sera donc acté, la montée en Ligue 1. Mais attention, le football nous réserve souvent des surprises. Il ne faut pas afficher un excès de confiance parce que l'Africa Sport d'Abidjan, c'est le 2e club le plus titré de Côte d'Ivoire. L'Africa aura aussi son mot à dire. Ce n'est pas gagné d'avance pour Agboville. D'accord. Chris Noubouzan, on a remarqué la journée précédente que voilà, la VAR dans le championnat ivoirien, c'est chose faite maintenant. Le président de la fédération a suivi un match avec tout le dispositif. Qu'est-ce que cela va apporter au football ivoirien, surtout le championnat? Dans un premier temps, ça calme un peu la grogne qui monte de plus en plus ici en Côte d'Ivoire au sujet des décisions arbitrales parce qu'il ne passe pas une journée où
on dénonce les décisions arbitrales souvent partisanes, ou souvent on se dit que là, les arbitres sont corrompus, qu'il y a des matchs arrangés. En tout cas, tout ça reste dans la tête des supporters. Et donc, l'introduction de la VAR va permettre, dans un premier temps, de dissiper ces doutes, de dissiper en tout cas toutes ces choses et ramener la confiance entre le public et les arbitres, de même que les clubs. Donc, en gros, c'est une très bonne chose parce qu'on a suivi avec le match entre Mouna FC et le Stade d'Abidjan. Il y avait un penalty en faveur de Mouna FC. Et après la VAR, après consultation de la VAR, le penalty avait été annulé. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la VAR, il allait y avoir cette injustice encore après ce match. Donc, c'est dire que dans un premier temps, la VAR introduite, va ramener la confiance entre les arbitres et les supporters, de même que les clubs, mais aussi ça doit interpeller chacun de nous à jouer sa partition avec beaucoup de responsabilité et surtout savoir que le football est un jeu qu'il faut respecter les règles établies. C'est vrai que l'introduction de la VAR va permettre aux arbitres de limiter des erreurs sur le terrain, mais en dehors du terrain, il y a ce phénomène de corruption qui envahit le football africain. Le championnat ivoirien n'est pas épargné. Vous confirmez, Chris Noubouzan? Bien sûr, le championnat ivoirien est gravement miné par ces erreurs d'arbitrage, ces arrangements, on va dire que la corruption dans ce milieu. Eh bien, il y a beaucoup de raisons qui poussent les uns et les autres à se donner à ce phénomène, parce que le football en Afrique, depuis longtemps, suscite beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Eh bien, maintenant qu'on se rend compte que ce football-là, ce n'est plus vraiment du jeu, mais c'est plutôt une entreprise qui génère beaucoup d'argent, eh bien, chacun y voit avec ses moyens pour se faire de l'argent. Avec les paris sportifs en ligne, avec ceux qui ont beaucoup d'argent, les dirigeants qui ont beaucoup d'argent et qui donnent un peu de cet argent-là, qui promettent des choses à ces arbitres, eh bien, forcément, ça donne des résultats souvent étonnants, des décisions arbitrales vraiment surprenantes. L'un mis dans l'autre, il faut dire que ça ne va pas du tout, Il va falloir donc prendre le sujet à bras-le-corps parce que c'est en train vraiment de détruire le football sur notre continent. La preuve, en semaine, il y a un arbitre fédéral, en Côte d'Ivoire, qui a annoncé sa démission, de la fédération, de la commission du corps arbitral de la Fédération ivoirienne de football. Il s'appelle Okri Boitrin. Il est docteur. Eh bien, lui, il a annoncé sa démission parce que, selon lui, il y a une mauvaise gestion de la commission des arbitres. Il y a la promotion de la médiocrité, le silence coupable devant ce qui devait être sanctionné. Il tient également à son honneur, sa dignité, sa probité, son honnêteté. Ça veut dire que dans le milieu, il y a beaucoup de choses qui se passent devant lui et que lui, il ne digère pas du tout, il n'accepte pas ces choses-là et excédé, il a tout simplement annoncé sa démission. Voilà. Il faut donc, comme solution, à mon avis, il faut des anciens arbitres à la tête des commissions des arbitres pour pouvoir bien diriger ce milieu-là. Il faut également élaborer des critères clairs de sélection des arbitres de Ligue 1, Ligue 2 et dans toutes les autres divisions. Il faut aussi élaborer un plan de développement de l'arbitrage, parce qu'on a l'impression que c'est le football seulement qui doit bénéficier des fonds, de soutien et tout, mais aussi l'arbitrage doit bénéficier d'un plan de développement clair, bien élaboré, bien calibré pour pouvoir permettre aux hommes en noir d'évoluer et aussi d'être bien formés. Il faut aussi former les arbitres sur l'éthique sportive. Ça manque beaucoup à certains arbitres, parce qu'en plus de la formation de l'arbitrage, beaucoup n'ont pas cette formation de l'éthique sportive. Du coup, on peut prendre 15 000 francs, on peut prendre 20 000 francs. Moi, je suis journaliste, j'ai certaines informations. Il y a des arbitres qui prennent 10 000 francs pour pouvoir déséquilibrer certaines rencontres de Détroit, des divisions régionales et tout ça.
Donc vraiment, il faut mettre l'accent sur tous ces aspects-là pour que voilà, l'ordre soit rétabli dans ce milieu qui est vraiment en train de dégringoler. Merci beaucoup à vous, Chris.